Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, plusieurs dispositifs exploitent les propriétés de l'effet tunnel. Alors, citons-en deux. Il y a d'abord les diodes tunnel. Elles sont formées d'une jonction semi-conducteur, c'est-à-dire deux zones de semi-conducteurs différents qui sont en contact et ne permettent normalement, c'est le principe des diodes, le passage du courant que dans un sens. Mais la diode est construite avec une jonction extrêmement fine, permettant à un courant de passer même dans le sens bloquant par effet tunnel. Deuxièmement, les jonctions Josephson. Ce sont deux fils supraconducteurs qui conduisent le courant électrique sans résistance à très basse température, qui sont séparés par une très fine couche d'isolant, qui là aussi peut être traversée par un courant par effet tunnel. Ces dispositifs utilisent les comportements parfois très particuliers de l'effet tunnel selon les tensions et courants concernés, continus ou alternatifs. L'effet tunnel intervient aussi dans l'explication de la radioactivité. Alors, tous les noyaux d'atomes ne sont pas stables. Certains peuvent se transformer en émettant un rayonnement. Ceci est dû essentiellement à l'instabilité du neutron, on va en reparler, et au fait que les protons se repoussent les uns les autres, ils ont la même charge électrique. Donc, plus il y a de protons et de neutrons, et plus le noyau a tendance à être instable. S'il tient habituellement, c'est grâce à l'interaction nucléaire qui est très puissante pour les lier ensemble. Alors, donc, ils peuvent se transformer en émettant un rayonnement, et on va décrire brièvement les trois principaux. Alors, premièrement, il y a la radioactivité bêta. On les nomme alpha, bêta, gamma, les trois principales. La radioactivité bêta, il se fait qu'un neutron libre est instable. Il a une tendance à se désintégrer spontanément. Donc, un neutron libre, en une vingtaine de minutes, si je me souviens bien, devient un proton, plus un électron, plus un neutrino, plus exactement un antineutrino, ça n'a pas tellement d'importance. Le neutrino, c'est une particule sans charge électrique, de masse extrêmement petite, et qui interagit très très faiblement avec la matière, elle est presque fantomatique. Dans le noyau, le neutron est stabilisé. Il est stabilisé par la très puissante interaction nucléaire. Mais il arrive que sa désintégration reste possible si cela conduit à un noyau plus stable, c'est-à-dire d'énergie de liaison plus faible. L'excès d'énergie étant évacué d'une manière ou d'une autre. Le proton issu de la désintégration reste dans le noyau, mais l'électron très énergétique s'échappe, c'est le rayonnement bêta. Le neutrino aussi s'échappe, mais il est totalement inoffensif. Alors, un exemple, c'est le tritium, où on l'appelle aussi hydrogène super lourd. Surtout utilisé dans des applications médicales et aussi dans la fusion contrôlée. Son noyau est formé d'un proton et de deux neutrons. Le deutérium, c'est un proton, un neutron, il est stable. L'hydrogène, c'est un seul proton qui est stable. Alors, un de ces deux neutrons se désintègre, laissant, après coup, deux protons et un neutron, c'est-à-dire un noyau d'hélium 3 stable. Deuxièmement, il y a la radioactivité gamma. Alors, dans certains cas, le noyau peut être dans un état excité. C'est un peu comme les électrons excités que nous avons vus, les électrons excités d'un atome, mais ici cela se passe dans le noyau. Et ce sont les neutrons et les protons qui sont dans des états excités. Cela peut résulter, alors très rarement, de l'absorption d'un photon, parce qu'il faudrait un photon extrêmement énergétique, mais cela peut résulter d'une des intégrations radioactives, alpha ou bêta, qui a précédé, ou un noyau qui absorbe un neutron. Les neutrons lents sont très facilement absorbés par les noyaux. En
revenant dans son état de base, dans ce désexcitant, donc le noyau se réorganise, le noyau va émettre un photon. Celui-ci est extrêmement énergétique, c'est dû à la grande force de l'interaction nucléaire. Et ce sont donc des photons gamma, dans le domaine gamma, dans le spectre qu'on avait vu. Et ils sont très pénétrants. Une feuille suffit à bloquer les rayonnements bêta. Les électrons, ils sont légers, ils sont faciles à arrêter. Une fine feuille d'aluminium suffit. Mais il faut une grosse couche de plomb, typiquement plusieurs à plus de 10 cm, une grosse couche de plomb pour bloquer ou atténuer suffisamment les rayons gamma. Tous les atomes radioactifs lourds, comme l'uranium, en émettent. Alors, troisièmement, il y a la radioactivité alpha. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une particule alpha? Eh bien, ce n'est rien d'autre qu'un noyau d'hélium 4, c'est-à-dire 2 protons et 2 neutrons. Une association de 4 nucléons. Ce noyau est particulièrement stable. Si un noyau est trop gros, comme l'uranium, le plutonium, etc., il est nettement moins stable que les noyaux plus légers. Il a donc tendance à perdre des nucléons, protons ou neutrons. Mais il les perd surtout sous forme de particules alpha, parce que ce noyau, cette formation, est particulièrement stable et s'extrait plus facilement. Et en émettant cette particule, le noyau perd donc 2 neutrons, 2 protons, ce qui donne un noyau un peu plus léger, un peu plus stable. Souvent, il est lui-même radioactif, formant ainsi une chaîne de radioactivité qui est pour les noyaux lourds qui se termine souvent au niveau du fer. Le fer étant stable. Tous les isotopes du fer sont stables. Alors, qu'est-ce qu'on appelle isotope? C'est quand le même noyau, mais avec un nombre de neutrons différents. Et tous les isotopes du fer sont stables. C'est pour ça que ça s'arrête souvent au niveau du fer. Alors, les particules alpha s'arrêtent assez facilement, avec une feuille de métal, disons un petit peu épaisse. Mais leur énergie est telle que l'exposition directe peut provoquer des dégâts considérables aux cellules. Il y a l'ADN. Surtout s'il s'agit de polluants radioactifs qui ont été ingérés. Armes nucléaires, accidents nucléaires, etc. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, c'est justement la radioactivité alpha qui nous intéresse ici. Alors, c'était bien de faire un petit topo, mais c'est la radioactivité alpha qui nous intéresse. Si, en perdant une particule alpha, le noyau devient plus stable, la particule alpha ne sort pas pour autant facilement du noyau. Les noyaux sont liés par l'interaction nucléaire, qui est extrêmement puissante, beaucoup plus puissante que l'interaction électromagnétique. On utilise parfois la métaphore, l'interaction électromagnétique c'est une piscine, l'interaction nucléaire c'est un océan, pour montrer le rapport d'intensité de ces forces. Mais elle nageait, et c'est d'ailleurs ce qui explique que les noyaux soient si petits. Rappelez-vous l'expérience de Rutherford. L'interaction est suffisante que pour compacter le noyau très fortement. Mais elle nageait aussi qu'à très courte distance, au bout de typiquement la taille de quelques nucléons, quelques protons, neutrons. Au-delà, elle devient extrêmement faible. Et plus loin, la particule alpha, au contraire, va être repoussée. Parce que la particule alpha a une charge électrique positive, elle a 2 protons, et le noyau est composé de protons. Donc, charge positive aussi, les charges de même signe se repoussent. L'énergie totale de l'ensemble a donc, en fonction de la distance de la particule alpha, la distance au centre du noyau, la forme suivante. On trace en fonction de la distance, l'énergie totale, avec un noyau de taille comme ceci.
Dans le noyau, la particule, l'ensemble, à peu près, quelle que soit la distance, à peu près une énergie constante. Parce que la structure des noyaux est relativement homogène. Mais dès qu'elle approche de la surface, l'interaction nucléaire tend à ramener la particule alpha au bercail, l'énergie potentielle, l'énergie de l'ensemble forme une énergie potentielle qui augmente fortement. L'interaction nucléaire agissant à courte distance, très rapidement, elle redescend pour se stabiliser comme ceci. Donc, effectivement, et la particule alpha va avoir une énergie cinétique l'énergie cinétique de la particule alpha, typiquement à cette valeur-là. Effectivement, la particule a intérêt à s'éloigner parce que ça diminue l'énergie totale qui est évacuée à travers l'énergie cinétique, la vitesse de la particule alpha, qui est assez lourde. Mais il y a un pic là. On voit donc ainsi qu'il y a une barrière de potentiel qui est plus grande que l'énergie cinétique de la particule alpha. Mais nous venons de le voir, nous l'avons vu, la particule peut toutefois franchir cette barrière par effet tunnel. Alors bien sûr, le phénomène est probabiliste. Il est donné par les coefficients de réflexion et de transmission dont nous avons parlé. La particule à l'intérieur, elle se déplace, elle se balade, et elle va surtout rebondir sur la barrière. Mais de temps en temps, elle peut passer par effet tunnel. Tout dépend de la probabilité, du nombre de collisions, c'est de son énergie, de sa vitesse. Il existe ainsi une période, grand T, qui est appelée c'est une période pendant laquelle la particule a en tout une chance sur deux de s'échapper à force de collision sur la barrière. On l'appelle demi-vie de l'élément radioactif, de l'isotope radioactif. À noter que le nom est peut-être un peu mal choisi, parce que ça ne veut pas dire l'atome est arrivé à la moitié de sa vie, et donc ça ne veut pas dire que le noyau va forcément se désintégrer sur une période de 2T. Ça non. Le processus est dit sans mémoire, c'est-à-dire que le noyau ne vieillit pas. La particule alpha se contente de remuer, de rebondir à l'intérieur. Si au bout du temps T, le noyau ne s'est toujours pas désintégré, une chance sur deux. La particule alpha, elle ne le sait pas, elle ne s'en souvient pas, elle va juste continuer à rebondir sur la barrière, et donc elle a toujours une chance sur deux de s'échapper pendant la période T suivante. Donc en tout, sur une durée T, un noyau a une chance sur deux de se désintégrer, et sur une durée 2T, une chance sur deux d'atteindre T, plus une chance sur deux de se désintégrer à la suivante, elle a 3 chances sur 4 de se désintégrer au bout d'une période de T. Si on a un très grand nombre d'atomes, une masse de grande taille, une pomme par exemple, la taille d'une pomme, le nombre d'atomes intacts diminue de moitié à chaque durée T, puisqu'ils ont une chance sur deux de se désintégrer. Et donc, au bout de T, on va retrouver la moitié, puis au bout de T, la moitié, au bout de T, la moitié, et ainsi de suite. Et on a donc une décroissance tout à fait typique des processus sans mémoire, une décroissance exponentielle au cours du temps du nombre d'atomes non désintégrés. C'est très pratique, parce qu'on trouve toutes sortes de substances radioactives dans la nature. Il y a le fameux carbone 14, vous avez peut-être déjà entendu, il est produit par les rayonnements cosmiques
dans la très haute atmosphère. Il est assimilé par les organismes, ce carbone est radioactif, et il se désintègre et se transforme en azote en fait. Et une fois qu'un organisme meurt, animal ou plante, il n'absorbe plus de carbone, et donc le carbone 14 qui est en lui va disparaître petit à petit. En mesurant la quantité de carbone 14, on peut connaître l'âge, l'époque à laquelle la plante ou l'animal est mort. Et grosso modo, ça peut remonter jusqu'à environ 40 000 ans. Au-delà, il n'y a plus assez de carbone 14 pour dater. Mais il existe d'autres atomes, comme l'uranium, le thorium, et bien d'autres encore, certains isotopes du potassium, de l'argon, etc., et qui permettent de faire des datations de différents matériaux, différentes roches, etc., et qui permettent de remonter parfois jusqu'à des milliards d'années pour l'âge de ces objets. L'époque où ils ont été formés. Donc une roche qui était en fusion, qui s'est solidifiée, et le nombre d'atomes ne change plus à l'intérieur, à part ceux qui se désintègrent, et donc on peut faire ce genre de mesure. Alors, quelle est la probabilité que la particule alpha de passer la barrière? Mais ça dépend de la forme et de l'épaisseur de la barrière. L'épaisseur d'ici. Et surtout la hauteur et surtout l'épaisseur de la barrière. Et cette forme de la barrière varie de manière plus ou moins importante d'un noyau radioactif à un autre. Chaque noyau, pas entre deux atomes d'uranium 238 par exemple, mais entre l'uranium, le thorium, le plutonium,